Alors difficile de balayer ce thème très vaste avec une question de sondage. Donc nous avons décidé simplement de partir sur un angle précis qui est l'homme dans l'entreprise. Et pour revenir un petit peu, reboucler un peu avec ce que disait Emmanuel Duès ce matin, on sait que les changements dans le monde du travail posent avec acuité la question du bien-être dans l'entreprise, le bien-être du salarié dans sa vie professionnelle. Alors les entreprises hésitent parfois à aller sur un terrain qui est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Pourquoi ils hésitent à y aller ? Tout simplement parce que la vie privée est un peu concurrente de la vie au travail et que ça peut paraître intrusif. Or, ce que l'on peut voir dans l'Observatoire du travail que BVA réalise pour le cabinet BPI et pour l'Express, eh bien, c'est que les salariés, eux, demandent à leur entreprise de se préoccuper de ce bien-être au travail et de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que finalement, quand on leur demande qu'attendez-vous en priorité d'une entreprise, en premier, ils vont parler, les salariés, des conditions de travail. Et en troisième, finalement, quasiment autant ils le citent quasiment autant que la qualité du travail, eh bien, que leur entreprise se préoccupe de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Le problème, c'est que dans les enquêtes de climat social que BVA peut faire régulièrement, c'est un point faible des entreprises. Souvent, les salariés considèrent que cet équilibre-là est mal respecté. Alors, ils ne savent pas trop si c'est de leur faute ou si c'est de la faute de leur entreprise, mais ils considèrent que c'est mal respecté. Et pour ne pas se priver de talent, finalement, pour qui cet équilibre compte au moins autant que l'évolution dans l'entreprise, eh bien, certaines entreprises ont mis en place des différentes mesures. Ça peut être des services qui sont proposés dans les entreprises, ça peut être des coups de pouce qui sont faits à des projets, on évoquera ça certainement dans cette table ronde. Et il faut savoir que les jeunes sont vraiment les premiers concernés par cette thématique parce que ce sont eux qui sont les plus sensibles, on le voit d'ailleurs, vous voyez, sur équilibre vie professionnelle, vie privée, à cette question et que, contrairement à l'image d'Épinal, les jeunes font partie de ceux qui sont les plus positifs sur leur entreprise. Donc, très clairement, s'ils sont positifs à l'égard de leur entreprise, qu'ils ont envie d'y développer leurs compétences, ça vaut le coup de se poser ensemble, entre dirigeants, entre managers, des questions autour de cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour que l'homme ait sa place, juste place au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. Donc, je suis Adeline Braisco-Carlan, je suis, comme Véronique vous l'a expliqué, une des cofondatrices de Woman Up et également la cofondatrice d'une société qui s'appelle The Boson Project. Et avant qu'on rentre plus précisément dans le cœur de la table ronde, je voudrais peut-être vous proposer qu'ensemble on essaye de faire une table ronde un petit peu différente. Vous savez qu'il y a un fil de tweets auquel moi j'ai accès sur mon iPad. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas, puisque j'y aurai accès pendant toute la table ronde. Et donc, pour essayer de dynamiser cette dernière table ronde qui, finalement, nous sépare de la fin et de la conclusion, je vous propose de participer en nous posant un certain nombre de questions. Donc ça, c'est le premier point, donc préparez-vous. Le deuxième, c'est peut-être vous expliquer qu'est-ce qu'une jeune comme moi fait en tant qu'animatrice sur une table ronde sur l'humain. Alors, pour tout vous dire, moi aussi, je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, la dernière table ronde, remettre l'humain au centre du monde de demain, ça voudrait dire que l'humain, il est quelque part à la périphérie et ce serait dramatique si on y pense un petit peu. Et donc on est reparti tout simplement, comme on fait toujours, en tout cas dans ma génération, on construit des théories en partant de nos exemples personnels et puis après on essaye de voir si on peut généraliser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement j'ai repris le fil de ce que j'avais fait ces dernières années, où comme beaucoup d'entre nous, je suis allée travailler dans une très grande entreprise où je me suis rendu compte que l'humain avait un petit peu disparu. Et l'humain, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, comme on l'a souligné tout à l'heure dans le sondage, notamment la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et j'avais l'impression que ma vie professionnelle mangeait tout. Alors la manière que moi j'ai trouvé de résoudre ce dilemme, c'était de partir et de créer une entreprise, The Boson Project, qui était l'idée que finalement la vie personnelle et la vie professionnelle allaient devenir une seule et même chose absolument incroyable qui serait un tourbillon de tous les jours. Alors juste avant de se lancer, on va parler juste un petit peu de physique. Parce que quand on vous dit The Boson Project, ça ne doit pas vous dire grand-chose. Ça vient du boson de Higgs. Et le boson de Higgs, qu'est-ce que c'est ? C'est la particule élémentaire de l'univers, celle en dessous de laquelle il n'y a rien, celle qui n'est rien à elle toute seule, et celle qui agrège les autres particules. Et on s'est dit, nous, finalement, les bosons de l'entreprise, c'est nous, c'est vous,
c'est les humains. Et donc je vous propose qu'avec mes 4 bosons d'aujourd'hui, nous participions à cette table ronde avec les contributions de vous aussi. Donc j'attends vos retours de bosons sur mon iPad. Avec nous ce soir, René, dans l'ordre d'apparition, René Passé, économiste, Muriel de Saint-Sauveur, directrice communication du groupe Mazars, Dominique Dupagne, médecin, et Michel Autier, économiste et philosophe. On va commencer avec une question pour René Passé. Alors pour tout vous dire, René Passé est un grand monsieur. Donc j'ai fait comme tout le monde, je suis allée lire un certain nombre d'articles à son sujet avant d'arriver sur la table ronde. Et de tout ce que vous avez fait, alors on pourra parler de bioéconomie, vous avez écrit des choses très importantes sur la pensée économique, mais surtout il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que vous avez été un des premiers à avoir participé au groupe Attaque. Et je vous avoue que, vu de mes 25 printemps, je trouvais ça super cool. Et donc, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Passé, c'est justement, comment voyez-vous la place de l'humain aujourd'hui dans la société et quel est votre regard d'ancien, si je puis me permettre, sur ces questions? Merci. Bon, bien écoutez, je dois vous avouer, je vais commencer par un aveu. C'est que vous me prenez complètement à contre-pied. À contre-pied parce que, à propos de la place de l'humain dans le monde, j'entends parler d'entreprise. Bien sûr, c'est extrêmement important et l'entreprise est une cellule dont je ne néglige pas l'importance absolument fondamentale, mais je me garde bien de réduire la question humaine à la question de l'entreprise et de l'humain dans l'entreprise. Moi, quand on me parle de la place de l'humain dans le monde, je commence par mettre un point d'interrogation. Parce que je suis sûr de rien. La question est de savoir s'il y aura une place pour l'homme dans le monde que nous sommes en train de fabriquer. Vous voyez, nous sommes à une autre échelle. Une image, si vous voulez, un souvenir qui me remonte à l'esprit. Je visitais avec un ami qui était un grand biologiste catalan, Ramon Margalef, un écosystème assez extraordinaire. Et puis, à un moment donné, je le surprends en méditation, mais une méditation s'est prolongée devant un petit brin, devant une petite plante qui poussait. Et je lui dis, mais Ramon, tu as l'air bien songeur. Il me dit, oui, tu vois, je suis en train de penser que si un jour une catastrophe cosmique devait se produire, et que toutes les formes supérieures de la vie sur cette planète disparaissaient, eh bien, la vie repartirait par cette petite plante. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord qu'on n'est pas sûr du tout que l'espèce humaine est vouée à durer aussi longtemps que durera la planète. Après tout, il y a eu un certain nombre de destructions massives des formes du vivant et des espèces vivantes. La dernière a eu lieu il y a 75 millions d'années avec les géants du secondaire. Donc, cette responsabilité-là d'éviter cette catastrophe, c'est évidemment l'une des responsabilités de l'entreprise. Et là, nous allons nous trouver, je crois, devant un conflit des temps. Ce matin, Michel Rocard, à très juste titre, attirer l'attention sur la nécessité de penser le long terme et la nécessité pour le politique de penser le long terme. La difficulté qu'il y avait de plus en plus à le faire dans un monde où tout est vécu comme unité en temps réel, où donc le temps et l'espace ont disparu. Dans un monde où la pression de la logique financière qu'il évoquait nous amène à accélérer constamment, à rechercher constamment des profits rapides, les profits en général de la spéculation financière, de préférence à ceux de l'économie réelle, comme nous le rappelait d'ailleurs il y a un instant le banquier qui était à peu près à ma place. Donc, il y a là ce premier problème de savoir s'ouvrir au long terme alors que nous sommes sous la pression permanente du court terme. Et Bettina Laville lui répondait fort justement, oui c'est vrai, c'est très important, il faut penser dans le long terme. Mais si on oublie le court terme, alors les erreurs qu'on commet vont
dans cette logique, qui peut être une bonne logique du long terme, les erreurs que l'on commet vont se propager, prendre une ampleur considérable et finalement nous mener à la catastrophe et il n'y aura pas de long terme. Et voilà, je crois, le problème devant lequel nous sommes placés. Actuellement, nous vivons 2 séries d'événements qui sont à la fois complémentaires et contradictoires, en tout cas dont l'un impose sa logique à l'autre. Nous vivons une crise et nous vivons une mutation. Et dans la façon dont un certain nombre d'hommes, souvent politiques, définissent les deux, il semble bien qu'il n'y ait pas très bien compris la différence essentielle qu'il y a entre l'une et l'autre. On nous dit « Oh, cette crise est formidable, pensez donc, c'est une crise de civilisation, c'est une crise de ceci, de cela. » Et d'autres disent « Mais vous savez, cette crise, elle est formidable, c'est une mutation. » Oui, à la différence que la crise ne peut pas se définir par la mutation, ni par la pluralité des crises. La crise, c'est un phénomène qui se réfère à quelque chose de précis. L'évolution du monde se fait par continuité et rupture. À certains moments, vous avez une rupture qui fait que l'on passe d'un type de société à un autre. Et vous voyez là 2 façons de raisonner. Celle qui consiste à raisonner dans le cadre d'une société établie, par rapport à laquelle tout écart est analysé comme un dysfonctionnement, mais pour lequel il faudra revenir à la logique du système. Et puis vous avez l'autre qui est la mutation, qui nous situe dans le changement du système. La mutation, c'est le passage d'un système à l'autre. Préparer la mutation, c'est construire le monde que nous léguerons à nos descendants. Et la pression de la crise est telle aujourd'hui que l'on ne sait plus penser que la crise. Et l'on ne pense que le court terme de la crise. On ne pense même plus la mutation. On pense la crise dans la crise. Eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. La solution de la crise, de la sortie de crise, n'est pas dans la logique de la crise. La logique de la crise, c'est la logique du court terme, c'est-à-dire de quelque chose de replié sur soi dans le temps et l'espace. Dans ce cadre-là, l'économie, c'est l'art de faire une valise et dans un espace limité, choisir des choses, en tirer le maximum. Mais c'est aussi, vous voyez, la valise, un élément qui est isolé de son environnement, et c'est aussi le comportement que l'on a en essayant d'obtenir le maximum de satisfaction dans cette valise. C'est le comportement de quelque chose de statique. On tend vers un équilibre et pas vers un mouvement. La mutation, c'est tout autre chose. La mutation, c'est le mouvement. Et si je dois opposer une image à celle de la valise, je prendrai l'image de la plante que nous donne Hegel. Il nous dit, mais la plante, la vérité de la plante telle qu'elle est, ce n'est pas la plante que vous voyez aujourd'hui. Parce que le bourgeon que vous voyez ne serait sa vérité que si la plante n'évoluait pas. Mais la plante évolue et se transforme. Le bourgeon va mourir pour donner naissance à la fleur. Et la fleur va mourir pour donner naissance aux fruits qui le dépasseront. Et ça, c'est l'évolution. Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est la mutation que nous avons assurée, construire la société de demain. Et là, je crois que c'est dans cette perspective que l'on peut sortir des fausses dichotomies de la crise. Vous voyez, l'optique brève du moment, c'est celle qui oppose artificiellement les choses. On ne peut pas consommer ce qu'on veut investir, opposition. On ne peut pas penser à la fois relance et austérité ou équilibre, parce qu'on ne pense pas le mouvement. Si vous pensez le mouvement, il est fort possible que dans le temps, l'accroissement de consommation, le salaire n'est pas antagoniste au profit. C'est un grand chef d'entreprise, Henry Ford, qui nous l'a dit. C'est en distribuant des salaires qu'il faisait des profits. Et dans la mutation, nous avons un tout autre mouvement. C'est le mouvement de destruction créatrice qui fait que certains éléments sont appelés à régresser, comme par exemple l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale a régressé. Oui.
Alors, du coup, si on entend bien ce que vous nous dites, c'est-à-dire que dans ce temps court dont nous devons absolument arriver à nous extraire pour penser la mutation sur un temps plus long, et on remercie d'ailleurs le Forum Changer d'air de nous permettre tous de mettre sur pause pendant une journée pour se projeter dans ce temps long. Si on examine un petit peu cette mutation, on se dit parfois elle est déjà à l'œuvre. Et je voudrais demander à Muriel de Saint-Sauveur, qui est donc la directrice communication du groupe Mazars. Muriel qui connaît qui a parmi tous ces sujets de prédilection, un sujet sur lequel elle a beaucoup travaillé, c'est celui des femmes dans les entreprises, où on se dit finalement l'humanité, 50% de l'humanité, ce sont des femmes. Et est-ce que finalement le renouveau de l'humain, ou en tout cas le recentrage du monde autour de l'humain, ne passe pas aussi par le recentrage du monde autour des femmes? Et est-ce que les femmes ne sont pas porteuses de cette mutation, Muriel? Alors je pense qu'il y a un phénomène, je ne suis nulle en physique, mais nous avons deux révolutions qui arrivent en même temps et dont les effets sont multipliés. Vous avez la révolution dont on parle depuis ce matin, dont on dit que ça n'est pas une révolution, mais qui est le digital, et qui fait que votre génération, Adeline, traverse le monde avec sa culture sur son dos, communique dans le monde entier et envisage la vie privée, vie professionnelle différemment. Elle est interconnectée partout. On dit que dans 20 ans, on travaillera un quart de son temps à la maison, un quart de son temps au bureau, un quart de son temps au café. Ça veut bien dire que tout est mélangé. Et puis vous avez en même temps une arrivée massive des femmes dans le monde du travail. C'est assez visible partout dans le monde, même si on ne le voit pas au premier degré, c'est-à-dire que vous avez 62% d'étudiantes, enfin de diplômés qui sont des filles au Pakistan. Vous avez 65% de femmes en France entre 25 et 45 qui travaillent, et elles sont en train de changer l'organisation aussi de l'entreprise parce qu'elles arrivent avec leur vie privée. C'est-à-dire que là, l'entreprise qui était conçue par des hommes pour des hommes était un endroit où on ne faisait que travailler et on avait laissé tous ses soucis et toute sa vie privée à la maison gérée par des femmes ou d'autres personnes. Et aujourd'hui, ces femmes arrivent avec la gestion des enfants, la gestion des nounous, la gestion des personnes âgées, la gestion de la maladie, la gestion de tout ça. Et elles mélangent l'ensemble. Et ce phénomène arrive en même temps que celui du phénomène de la génération Y, qui demande la même chose. Donc l'effet est décuplé. Alors, sur ça, Muriel, j'ai juste une question. On a un intervenant dans la salle qui nous demande comment replacer l'humain dans les grandes entreprises et mieux équilibrer temps de travail, temps libre. En fait, de ce que j'entends, vous, on n'est plus vraiment dans un équilibre entre le temps libre et le temps de travail. On est plus dans un mélange des deux. Moi, je pense qu'on est dans un mélange de deux avec une réaction aujourd'hui qui est un durcissement d'une certaine partie de la population dans la société et dans les entreprises, qui voit une partie de son pouvoir s'en aller et une partie de ses repères s'en aller. Donc la crise, elle durcit une partie de la population. Et l'autre partie de la population, qui peut être nous, un peu différente, des jeunes, des générations, mai 68, tout mélangé, elle est déjà dans ce devenir qui fait qu'on mélange nos deux vies. Et l'entreprise, elle en est perturbée, mais elle n'a pas le choix, parce que les outils, tout cela, les demandes des jeunes font qu'on est obligé d'avancer. Alors, on doit réinstaurer la gestion de l'être humain, c'est-à-dire dans ses rythmes. Il y a la naissance, pas cacher qu'on est enceinte, c'est pas un problème, c'est une gestion de l'organisation. Il y a la maladie, il y a la vieillesse, on n'est pas viré forcément à 50 ans, donc ça c'est encore très dur, parce que c'est pas encore entendu par les chefs d'entreprise, mais c'est un souhait, et donc on va interagir ces deux mondes, et je pense que le fait de vouloir préserver la séparation des deux est une utopie. Et dans ce cas-là, on réintègre l'être humain qui est au centre de tout. Donc les entreprises sont en train, pour certaines, d'avancer sur ce sujet. Je sais qu'on mène une enquête ensemble au sein de Mazars pour savoir ce que pensent nos jeunes dans le monde sur l'organisation de l'entreprise et pour savoir comment ils voient cet équilibre. On a mené une enquête l'année dernière avec vous sur la génération Y. C'était effectivement la priorité. C'était un travail équilibrant, vie privée, vie professionnelle, et faire ce qui m'intéresse et qui m'enrichit.
Donc il y a beaucoup de travail et je suis d'accord avec vous, on est en mutation, c'est-à-dire que quelqu'un disait ce matin on est sur une crête. Moi je ne dis pas qu'on est sur une crête, on est comme la mer qui est dans un flux et un reflux. Et en ce moment on est dans un reflux et il va arriver le flux et là les femmes, elles vont changer les choses avec les jeunes. Alors comptons sur les femmes et comptons sur les jeunes pour assurer cette nouvelle vague et Joël de Ronet verra qu'on pourra tous ensemble surfer la vie, surfer le nouveau monde. Je me tourne vers vous, Michel Authier. Vous, effectivement, remettre l'humain au cœur des entreprises, ça fait partie de votre travail depuis de très nombreuses années, puisque vous êtes un des théoriciens du capital humain. Et à cet égard, je souhaitais vous remercier au nom de tous les bosons qui sont dans la salle, donc Emmanuel, Anna, Pierre, Anne-Fleur, Johanna et May. Donc, vous voyez, vous nous avez donné du travail à nous tous, donc merci. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus justement de vos travaux et notamment de la manière dont très concrètement on remet l'humain au cœur des entreprises et autour de quels outils ? D'abord, ce qu'on pourrait dire que c'est ce qui caractérise un humain, c'est sa volonté de liberté. Donc quand on dit à un humain, vous êtes l'auteur ou le responsable ça irait peut-être mieux, d'un concept qui est le capital humain, cet humain, il a envie de s'échapper et de dire non, pas du tout, c'est pas vrai, je suis pas économiste. Vous devriez en être fier. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas un expert du capital humain. J'aimerais être un humain qui pense que l'humain, c'est ce qui est capital. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus important. J'étais un petit peu étonné de m'apercevoir qu'il a fallu 5 heures de forum pour qu'on donne au mot connaissance son sens le plus ancien et qui, pour moi, est de très loin le plus utile et probablement le plus porteur de sens, à savoir qu'une connaissance, c'est avant tout ce qui fait que 2 humains mis ensemble créent de la valeur, de l'amitié, de la bonté, de l'aide, de l'entraide, et voire même dans la Bible, des enfants. Puisque faire connaissance, on sait bien ce que ça veut dire quand Abraham et Sarah se retirent dans la tente. Donc, c'est dans ce sens-là que l'humain me semble absolument capital et que, bien évidemment, il doit avoir toute sa place dans l'entreprise. Pour une raison que je dirais anecdotique, mais ce n'est pas si anecdotique que ça, puisque ça correspond à un événement qui s'est produit une fois dans l'histoire de l'humanité et qui probablement ne se produira plus jamais, qui a été occulté par une analyse assez bizarre d'une période de notre histoire qu'on a appelée les 30 Glorieuses, dont on nous a fait croire que c'est parce qu'il y avait la reconstruction, la fin de la guerre, qu'il y avait cette espèce de période d'euphorie entre de mariage heureux, entre des états économiques et du bien-être humain. On ne s'est pas aperçu qu'au même moment, l'ensemble des organisations, des techniques, des savoirs évoluaient à peu près à la même vitesse qu'il fallait pour former un humain. C'est-à-dire qu'il fallait 25 ans pour qu'une voiture devienne vieille, qu'on était dans des organisations dont les schémas duraient à peu près le même temps, que quelqu'un, pendant sa carrière, avait de bonnes chances de ne pas changer de machine, voire d'en changer au plus 1 ou 2 fois. Et puis, on est maintenant dans une période où le monde change infiniment plus vite que nous. Et qu'on n'est plus, comme ces militants du 19e siècle, à vouloir un monde meilleur, parce que vouloir un monde meilleur, ça ne veut rien dire, puisque le monde nous échappe. Le monde va beaucoup plus vite que nous, et on ne peut même pas imaginer ce que l'on voudrait qu'il soit. Et ça change complètement les données. Ça change le fait qu'on ne peut pas projeter, que l'idée même d'un programme pour atteindre un objectif hypothétique qui a de bonnes chances d'échapper ne va plus être possible. Ça remet en cause les processus de formation, de savoirs à désigner comme les savoirs utiles. Donc on tombe dans des généralités humaines, des choses qu'on maîtrise très très mal, du type apprendre à apprendre, cultiver le relationnel, etc. Chose dont il vient bien reconnaître que l'humanité a toujours su faire ça et n'a jamais su faire ça. Parce que ça dépendait essentiellement des individus eux-mêmes, c'est-à-dire de leur connaissance, c'est-à-dire de l'état de leur rapport au monde,
puisque le mot connaissance dit bien ça. Il dit cette chose qui m'accompagne tout au long de ma vie, qui connaît avec moi et qui me permet de maîtriser mon rapport aux autres, mon rapport aux environnements, mon rapport aux choses, mon rapport au collectif. Reste un grand mystère que j'aimerais quand même souligner. C'est qu'on nous dit depuis ce matin qu'il faut penser la complexité. Comment peut-on penser la complexité quand l'on sait que si vous avez deux systèmes que vous connaissez parfaitement, à savoir deux pendules dont vous ne connaissez parfaitement les lois du mouvement, dès lors que vous établissez une interaction entre l'un et l'autre, vous ne connaissez rien au système final, aussi précis que soient les mesures que vous allez faire. Donc ça remet même en cause le concept de pensée. Alors, le problème, c'est que le monde a des auteurs. Et ces auteurs, c'est des humains. Nous sommes tous les auteurs de l'état du monde. Nous n'y pouvons rien, hormis le fait que de temps en temps, il y a un tremblement de terre et des volcans. L'état du monde, nous en sommes entièrement responsables, morts et vivants. Donc, s'il y a un savoir, une connaissance du monde, elle n'est pas ailleurs que chez nous tous. Et très globalement, chez personne d'entre nous en particulier. Mais alors du coup, si je puis me permettre, on a parlé la matinée de première génération mondialisée, par exemple. Et si on reprend ce que vous avez dit sur la connaissance, sur le fait de se connaître, de se parler, d'échanger, est-ce qu'on n'a pas là un levier extraordinaire avec la multiplication des interconnexions ? Si nous sommes tous responsables du monde, c'est nous qui doit être le sujet pensant. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que nous ? Qu'est-ce que c'est que la connaissance de façon globale, comme somme des relations entre les nous et les choses ? Or, cet objet, qui le connaît ? Qui le voit ? Qui sait quel espace il fait ? Se pose-t-on la question d'essayer de le voir, ce nous ? Pourquoi il est responsable ? Et ça veut dire quoi, responsable ? Le responsable, c'est celui qui sait peser la chose. Mais vous savez que le mot penser vient aussi du mot peser. Donc, où sont les balances du monde ? Est-ce qu'elles sont dans la tête de penseurs ? Non. Il paraît que le dernier homme à avoir eu tous les savoirs de l'Occident, c'était Pic de la Mirandole. Donc, il y a à peu près 500 ans. Donc nous devons tous abandonner l'illusion qu'il y aurait des responsables. Un responsable de l'état du monde ou des responsables de l'état du monde. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous en train de peser le monde, chacun en tenant notre petit bout du monde, en maintenant, comme dit Michel Serres. Et alors, nous, qui sommes tous responsables de l'état du monde, on agit en tant qu'individu, mais on agit aussi parfois au sein d'organismes collectifs, comme peuvent l'être les entreprises. Oui. Comment est-ce qu'on organise ces entreprises pour nous laisser la possibilité, nous, d'être responsables collectivement ? Bon, moi, j'aimerais dire d'abord que ce que disent les autres m'intéresse plus que ce que je dis moi. Alors, je vais répondre juste à votre question. À l'heure actuelle, les seuls instruments de pesée sérieux que l'on possède, ce sont des pesées sur la quantité et sur les intensités. Nous sommes dominés par le chiffre. Nous sommes dominés par le monde. Et je parie que le souvenir que vous garderez de cette journée, aussi géniaux qu'ont été les propos qui ont été tenus, ça sera en grande partie des chiffres. Ça sera 80% des Français pensent que, et 85% des Français pensent que. La force du monde, c'est qu'il est le seul aujourd'hui à être capable de globaliser des visions. De vous dire, le chiffre d'affaires de la microélectronique dans le monde, c'est 300 milliards par an. Tous les dérivés, c'est 2000 milliards par an. Tous les dérivés, c'est 7000 milliards par an. Et là, on se rend compte qu'on est nombreux. L'ennui, c'est qu'on sait bien que nos valeurs, ce n'est pas des dollars. On sait bien que nos valeurs, c'est des qualités humaines, c'est des capacités à avoir des relations avec le monde et avec les gens. Et aucun langage ne nous parle de ça.
Et si on n'a pas les moyens de tenir et de voir comment on tient son petit bout de monde et comment les autres tiennent avec nous l'ensemble du monde, comment on peut prendre collectivement, sérieusement des décisions. Et c'est pour ça que je plaide pour que collectivement nous construisions une vraie économie de la connaissance, c'est-à-dire une économie des qualités, une économie des formes. Et je terminerai par un seul propos, c'est qu'on devrait être inspiré par un homme qui est l'inventeur, disons l'ancêtre de toutes ces nouvelles technologies et de tout le numérique, qui est Alan Turing, qui avec des 0 et des 1 et de la logique extraordinairement serrée, a fondé les bases de ces technologies avec lesquelles nous vivons. Il a terminé les 5 dernières années de sa vie à essayer de comprendre ce que c'était que la qualité des formes. Pourquoi il y avait des formes? Eh bien, nous n'avons pas d'économie des formes. Or, ces économies des formes seraient peut-être celles qui nous permettent de mieux comprendre ensemble, prendre ensemble le monde dont nous sommes responsables. Merci. Donc du coup, on entend bien ce besoin de passer dans l'économie de la connaissance et peut-être, à défaut de les définir ou de les comprendre, inventer des nouvelles formes aussi d'entreprise. On a parlé ce matin avec Adrien Aumont, il expliquait bien comment on passait d'organisation entre institutions à une organisation très transverse entre individus. Une question que je voudrais poser à Dominique Dupagne, qui lui a l'habitude de tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de sujets, puisque j'ai vu que vous aviez été très actif, notamment contre la grippe A ou autour du Mediator. Si on tire la sonnette d'alarme maintenant sur les formes d'organisation, est-ce que la hiérarchie, c'est fini ? Je suis médecin, donc forcément j'ai un regard un petit peu biologique sur les blocages. On parle tous de ce qu'on devrait faire et on constate que ça ne se fait pas. Et je dois dire que je pense fortement à Henri Laborie, un fondateur du groupe des 10, qui disait il y a 40 ans que tant qu'on n'aurait pas compris que le cerveau est une machine à dominer, rien ne changerait. J'ai l'impression en effet qu'on n'a pas bien compris ça. La domination, elle est partout. Elle est présente à l'université, elle est présente dans l'entreprise. Turing se l'est prise dans la figure assez sévèrement de son temps. Et même dans ce forum, la gestion du micro et de la parole montre des phénomènes de domination assez amusants à regarder. Et donc... on est vraiment confronté à cette domination qui, pour moi, est un élément bloquant. Je vais prendre un exemple qui m'est cher, c'est la démarche qualité lorsqu'elle est appliquée à la prestation de service à ce que font les humains. Au départ, c'est une technique issue de la dernière guerre mondiale pour faire des munitions calibrées et qui s'est intégrée dans la logique industrielle pour faire des voitures qui ne tombent plus en panne et des appareils qui marchent bien. Mais elle est arrivée dans le monde de l'entreprise pour s'appliquer aux humains et ça a été un désastre. Et tous les observateurs disent qu'appliquer la démarche qualité au travail humain, c'est désastreux. Et pourtant, elle est appliquée. Et pourquoi ? Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'est un mécanisme de domination. Au départ, l'entreprise, c'est un patron qui connaît un métier, qui embauche des ouvriers et qui leur fait faire ce qu'il lui-même sait faire et leur apprend et dirige un groupe. Et puis petit à petit, l'entreprise se complexifie, les niveaux hiérarchiques augmentent. L'encadrement, le management devient une fonction à part qui est apprise séparément. Et de leur côté, les ouvriers et les employés, ils acquièrent une compétence. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'employé dit à l'encadrement, écoutez, je connais mon travail, laissez-moi faire, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, je faisais ça mieux que vous. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable pour un cadre, en tout cas pour un cadre dominant. Et donc, il y a eu cette idée géniale d'appliquer la démarche qualité dans l'entreprise, c'est-à-dire de dire à l'employé ou à l'ouvrier, mais votre compétence ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes capable de respecter la procédure, et je dirais que vous travaillez bien si vous respectez une procédure. Et ça, c'est absolument magique, parce que ça permet de court-circuiter complètement la qualité, enfin tout ce qui est humain, les valeurs non mesurables, tout ce qui est important autour de l'employé pour en faire une machine qui est destinée à appliquer des procédures. Donc ça, c'est un mécanisme de domination parmi d'autres et qui est extrêmement destructeur pour l'humain. En fait, je fais partie des gens qui pensent que la domination, qui fonde les hiérarchies, parce qu'une hiérarchie, c'est un système de domination et de soumission, est profondément ancrée dans nos gènes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais enfin moi je suis intimement persuadé que c'est le cas. Et en fait, elle émerge spontanément de tous les groupes qui sont laissés à eux-mêmes, de façon amusante, même quand un groupe de révolutionnaires renverse une hiérarchie existante, la première chose qu'ils commencent à faire, c'est de reconstituer une hiérarchie au sein de ce groupe. Et on le voit dans y compris dans les syndicats, c'est vraiment une constante. Alors, pour autant, la hiérarchie qui est notre modèle, c'est pas le modèle d'organisation sociale ubiquitaire. Le vivant, qui est quand même un grand laboratoire d'idées et d'essais,
a sélectionné certes le mode hiérarchique pour des groupes comme les nôtres, ou les primates, ou beaucoup de mammifères, enfin la grande majorité des mammifères, mais en même temps, pour les groupes d'effectifs importants, il y a un autre système qui s'appelle l'hétérarchie, qui est beaucoup moins bien connu. La hiérarchie, c'est certains ont le pouvoir sur d'autres dans le cadre d'une échelle de domination. L'hétérarchie, c'est tout le monde a un petit peu de pouvoir sur tout le monde. Ça fonctionne chez les insectes sociaux, ça fonctionne chez les poissons, ça fonctionne chez plein de groupes, chez les bactéries, et même au sein de notre corps, nos cellules fonctionnent sur un mode hétérarchique. Il n'y a pas de cellule chef dans notre organisme, il n'y a pas de dominant. Et le cerveau lui-même en tant qu'entité fonctionne sur un mode hétérarchique. Les neurones, il n'y a pas de neurones dominants, les neurones interagissent entre eux et ont chacun un petit peu de pouvoir sur les autres. Donc c'est vraiment un fonctionnement intéressant, mais qui nous est très étranger. Quand on commence à parler de un peu de pouvoir de tout le monde sur tout le monde, les oreilles se dressent, les poils se hérissent et on se dit, oulala, on voit venir un monde orwellien en oubliant que dans ce système, il n'y a pas de dominant. Un mot très rapide sur l'anarchie. L'anarchie, c'est personne n'a de pouvoir sur personne. Ça existe dans le vivant. Et ça s'appelle le cancer, c'est-à-dire que vous avez des cellules qui se développent de façon totalement anarchique, c'est le mot qu'on emploie habituellement, et qui n'ont aucune relation avec leur environnement, qui sont toutes autonomes. Donc ce n'est pas un modèle séduisant, et donc il reste cette hétérarchie qu'on pourrait peut-être introduire dans nos fonctionnements. Alors ce n'est pas une utopie, l'hétérarchie. On pense souvent au modèle Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie rédigée de façon hétérarchiste. Les gens sont anonymes, tout le monde contribue, tout le monde interagit. Mais c'est un peu trivial, bien que ça ait quand même mis à bas l'encyclopédie universaliste, qui était un système d'experts et de hiérarchie. En fait, je vais vous parler de 2 exemples concrets qui montrent que l'hétérarchie fonctionne. Le premier, ce sont les hôpitaux magnétiques. Ce sont les hôpitaux que les Américains ont identifiés, les sociologues américains ont identifiés, car ce sont des hôpitaux dans lesquels les infirmières rentrent, mais ne démissionnent jamais. C'est comme un trou noir qui attirerait des personnels. Alors c'est vraiment un phénomène social très intéressant, et ces hôpitaux sont isolés alors que d'autres ont un turnover important. Qu'est-ce qui fait que ces hôpitaux ont ce statut d'hôpital magnétique ? En interrogeant les personnels, on s'est rendu compte, enfin les sociologues se sont rendus compte que ce n'était pas du tout des hôpitaux où on était mieux payé qu'ailleurs. Ce n'est pas du tout ça. En fait, ce qui ressort de la bouche des infirmières, ce sont des hôpitaux où nous sommes valorisés, écoutés, nous fonctionnons en équipe, j'ai l'impression de travailler dans une famille, je suis heureuse de faire du bon travail et j'ai du plaisir à aller travailler. Alors vraiment, c'est des valeurs humaines tout à fait fondamentales, on retrouve cet humain. Et donc, quelque part, ça marche. Eh bien, qu'est-ce qui fait que ça marche ? C'est qu'en fait, l'administration de l'hôpital magnétique n'est pas dans la contrainte, elle est dans le support. C'est-à-dire qu'une administration d'hôpital magnétique dit à ses employés « De quoi avez-vous besoin pour faire du bon travail ? Et en aucun cas, je vais vous expliquer comment travailler. » Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a un autre exemple, un peu particulier, qui est l'entreprise Favi, qui est dirigée ou qui a été dirigée par Jean-François Zobrist, qui est un hurluberlu, si je puis dire, mais qui fait du concret. Son société faisait 100 millions de chiffre d'affaires, il faisait la métallurgie de précision et ça a très très bien fonctionné. Sa société a été, je pense qu'elle est toujours leader sur son marché. Et Zobrist a traqué les rapports de pouvoir et de hiérarchie au sein de sa société. Il a créé des petites unités fonctionnelles dans lesquelles le leader était choisi par les ouvriers, enfin les membres de l'équipe, et qui gérait tout, depuis les achats jusqu'à la vente. Les ouvriers avaient vraiment une maîtrise de ce qu'ils faisaient de A à Z et discutaient ensemble de la meilleure stratégie pour fournir le client, qui était quand même l'objectif final. C'est vraiment important de savoir que ce n'est pas l'utopie et que ça a marché. Alors, c'est l'occasion de parler un peu des mâles dominants. Je pensais qu'on en parlerait à côté. On va en parler. Ah, on va en parler. Et oui, tout à fait. Parce que, effectivement, j'en profite pour vous dire que vous ne posez pas beaucoup de questions. Alors, une première explication au fait que vous ne posez pas de questions revient peut-être dans un tweet où j'ai lu « Nous les anciens », comme René Passé, Michel Rocard, nous parlons longuement et nous sommes des résistants à la logique twitterienne du cours. Donc, votre message est passé. Donc, peut-être une explication. En tout cas, on a une question qui arrive sur le fil de tweet et qui est effectivement dans la logique du mal dominant où je pense à la fois Muriel et Dominique, vous pourrez répondre. Muriel, j'insiste parce que vous êtes la seule femme sur cette table et il ne faudrait pas que vous soyez celle qui parle le moins longtemps. La question qu'on nous pose, c'est est-ce que les hommes ont peur des femmes ? Est-ce que les hommes ont peur que la logique de domination s'inverse ? Eh bien, certains, oui, bien sûr. Pourquoi je vais vous répondre ? Parce que ce n'est pas mon job de communication qui m'a fait analyser le monde à l'aune de la parité. C'est plutôt le fait de découvrir chez Mazars qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les instances dirigeantes qui fait que j'ai commencé à analyser le sujet et à regarder dans les pays dans lesquels nous sommes présents, dans le monde entier, comment ça se passe. Et puis, j'ai fait un livre où j'ai interviewé des femmes. Et ce livre est traduit dans différentes langues, ce qui m'a permis récemment de faire beaucoup de débats dans des pays émergents et de voir aussi
comment les hommes ressentent la situation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà deux sortes de pays. Il y a les pays où la religion est plus forte que le politique, où les hommes et les femmes vivent dans des lieux de plus en plus séparés et où les rôles de chacun sont excessivement genrés. Et là, malheureusement, il y a une domination importante de l'homme pour différentes peurs que Françoise Héritier analyserait très bien et que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Et puis, il y a les autres pays où le politique est plus fort que la religion, même si elle est importante, où les hommes et les femmes vivent dans des lieux communs et où leurs rôles ne sont pas trop genrés et les rôles peuvent être partagés. Et dans ces pays-là, on voit bien qu'on a différents phénomènes de réaction des hommes et qu'on voit aussi que les attitudes, hommes et femmes, obéissent finalement à des valeurs et non pas à ces propos qu'on entend partout, les hommes sont ainsi et les femmes sont ainsi. Je pense plutôt qu'il y a des valeurs masculines et des valeurs féminines. Et que les valeurs masculines, jusqu'à aujourd'hui, c'était les valeurs nobles. Les valeurs féminines, c'était les valeurs moins importantes. Et qu'on est en train de d'abord changer cette hiérarchie, parce qu'on a besoin des valeurs féminines dans notre monde aujourd'hui, de partage, d'empathie et tout ça. Et qu'on est en train aussi d'essayer d'expliquer à vous, messieurs, que vous pouvez utiliser vos valeurs féminines, que vous n'en serez pas plus faibles, et à nous, mesdames, que nous pourrions aussi demander un peu plus et utiliser nos valeurs masculines, que nous ne serions pas plus agressives. Donc, je conclus en disant que dans les différents pays dans lesquels je suis allée, j'ai vu de tout. J'ai vu des hommes en Russie qui sont venus me voir en me disant, d'un ton un peu arrogant, droit dans les yeux, ça mérite d'être franc, nous sommes différents, vous et moi. J'avais remarqué. Il n'y a aucune raison que nous ayons les mêmes droits. Jamais nous aurons les mêmes droits. Et c'est un pays, aujourd'hui, la Russie, où la religion ramène les femmes à la maison et où c'est très dur. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps et un homme me dit, ils sont encore très traditionnels, mais la jeune génération est en train de faire bouger les choses. Alors c'est la différence, vous savez, c'est comme le thé et le café. Donc, je le regardais un peu sidéré, nous étions effectivement en train de boire du thé. Là, il y a la tasse, et puis l'homme c'est le café, la femme c'est le thé, on l'utilise différemment. Bon, j'ai eu du mal un peu à comprendre ce qu'il voulait dire. En fin de compte, il voulait dire là aussi qu'il y avait des valeurs différentes et que lui, quand même, c'était un homme, il avait des valeurs masculines et que la femme, c'était traditionnellement plus doux, etc. Donc on était dans le traditionnel total. Génération 50 ans. Quand vous parlez aux jeunes... Passé nous dit, la question c'est de savoir qui lave la tasse à la fin. Je vais vous dire qu'en Chine, ça ne va pas être les filles. Parce qu'elles sont en train de faire une révolution silencieuse, parce qu'il y a une pression en Chine très forte sur les jeunes filles, mais elles sont en train de réagir. Et puis vous avez dans des tas d'autres pays, y compris chez nous, une partie des hommes pour qui c'est évident, pour qui c'est une égalité totale, et ils sont très nombreux dans la jeune génération, dans la génération Y, parce que pour vous c'est évident. Mais ce qui commence à changer, c'est que vous avez un regard différent quand vous rentrez dans le monde du travail. Donc c'est là où on a des choses à faire. Moi, je pense simplement que les hommes qui sont ici, ils n'ont pas peur de nous. Et ceux qui ont peur de nous, ils ont tort parce que c'est avec nous qu'il y aura un monde meilleur, à deux. Bon, Monsieur Dupagne, on arrive au bout de la table ronde. Très rapidement, en une très minute, rapide. si vous, si moins vous d'une pouvez. minute. En fait, je suis d'accord sur ce système de valeurs. Il y a la domination masculine, pour rester en effet un petit peu carré, qui est une domination prédatrice. Et la domination féminine, c'est plus une domination qui permet d'avoir le pouvoir de faire et un pouvoir de cohésion dans le groupe. On voit ça aussi chez les primates. Et moi, j'appelle ça des dominants sociaux. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir pour faire avancer l'intérêt du groupe et non pas faire avancer leur intérêt propre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en plus, c'est le cas Zobrist, c'est le cas de ce qu'on voit dans l'administration des hôpitaux magnétiques. Et c'est un phénomène vraiment important parce qu'il faut favoriser les dominants sociaux. C'est ceux qui vont faire avancer le monde et c'est ceux qu'il faut soutenir. Merci à tous. On va donc retenir pour cette table ronde l'idée que nous sommes tous collectivement les auteurs du monde et qu'avec la chance, en tout cas que présente, on l'espère, notre nouvelle génération, on aura la chance d'écrire ensemble un monde un petit peu plus joli. En tout cas, c'est le moment d'être utopiste ou jamais, alors c'est tout de suite. Et donc on va laisser la place à notre dialogue intergénérationnel.
petite poussette et moins grande poussette. On a une petite vidéo avant, mais ça arrive. Merci beaucoup.